Notre prochaine présentation, ça va de Diane Gérin-Lajoie, qui est professeure émérite au département de Curriculum, Teaching and Learning et au Centre de recherche en éducation franco-ontarienne à OISE, Ontario Institute for Studies in Education à l'Université de Toronto. Sociologue critique de l'éducation, elle est reconnue pour ses travaux sur les minorités de langue officielle au Canada et leur école. Ses travaux examinent le rapport à l'identité des jeunes et du personnel enseignant. Elle privilégie une méthodologie de recherche qualitative, l'ethnographie et le récit de vie. Récipiendaire de multiples fonds de recherche, auteur de plusieurs livres, chapitres de livres et d'articles scientifiques, elle est aussi membre de la Société royale du Canada. Diane? You'll mute, vous activez le son. Oui, oui, oui. Oui, je le sais. Vous m'entendez, là? Oui. Bon, c'est beau. Je suis très contente d'être parmi vous de façon malheureusement virtuelle. C'est un peu dommage, mais quand même, j'espère que je n'aurai pas les mêmes pépins que mon prédécesseur, que Dominique. Alors, on va aller de l'avant et puis si j'ai des pépins, on replacera les choses. Une chose aussi, je fais ma présentation en français parce qu'il me semblait que j'avais vu dans les messages que ça devait être en français. Mais bien sûr, à la période de questions, vous pouvez adresser vos questions en anglais, là, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vous présente quelque chose d'un point de vue sociologique. Je ne suis pas juriste et c'est à la suite de mes nombreuses études que j'ai faites dans les deux communautés pardon, de langue officielle, les francophones en Ontario, et pendant quelques années chez les anglophones du Québec. Donc, c'est une perspective comme je prends une perspective d'analyse qualitative aussi, mais c'est aussi à partir d'un travail que j'ai fait justement quand le dossier a été présenté par les juristes. On m'avait demandé de réfléchir à la question de la vitalité des communautés de langue anglaise. Et c'est aussi à partir de ça là, que j'interviens aujourd'hui. Alors, je vais passer... Oh, ben regardons, ça fait comme Dominique, ça ne marche pas. Anna, est-ce que tu peux la présenter, puis je vais te dire quand changer les diapos? Oui, on va changer. Déjà que c'est difficile pour un public d'avoir une présentation à distance. Le fait qu'il y a des problèmes techniques, c'est vraiment désolant. Je suis vraiment désolée. Diane, il faut juste arrêter votre partage d'écran. Parfait. Merci. OK. Et après, je vais juste partager avec Johnny. OK. Donc, on peut passer à la première. Malheureusement, quand on ne passe pas la première dans un colloque, il y a beaucoup d'informations qui précèdent et souvent, ça fait qu'on redit un peu les mêmes choses. Mais ça a été présenté déjà, mais je pense que moi, c'est surtout la question de la façon dont le gouvernement, lors de la Révolution tranquille, a décidé finalement, à travers un plan d'aménagement linguistique, de tenter de renverser, si on peut dire, les rapports de force. Dans la littérature, on lit ça beaucoup, qu'on soit d'accord ou pas, là, ça demeure quand même dans l'imaginaire québécois et puis dans l'historique. Donc, la loi 63, naturellement, c'est suite à la crise de Saint-Léonard et les autres lois, la loi 22, était quand même une loi qui déplaisait autant aux francophones qu'aux anglophones parce que c'était comme un peu tiède. Finalement, pour arriver à la loi 101 en 77 et dans la Charte de la langue française, à l'article 73,
c'est là qu'on garantit la fréquentation scolaire des enfants, des anglophones. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît. OK? Ce que je veux dire par rapport à la loi 101 et l'article 73, c'est que à ce moment-là, il y avait les enfants, c'est-à-dire les frères et les sœurs n'étaient pas reconnus comme pouvant donner l'accès à un enfant. Et ça a changé avec l'article 23 qui a été mis en action en 82. On a ajouté cet élément-là à l'article 73. Et le portrait, si je peux dire, là, puis vous le savez, là, je vais me répéter un peu, c'est qu'on a 9 commissions scolaires à travers le Québec de langue anglaise, dont 5 sont dans les régions. Et on va voir que c'est une réalité qui est très particulière et les commissions scolaires en région font face à des défis, dont, par exemple, le territoire qui est immense, c'est un milieu franco-dominant. Donc, dans la région, on parle peu anglais dans certaines régions, pas dans toutes, mais moi, pour les régions où j'ai fait de la recherche, c'est évident que on pouvait un peu comparer la situation des francophones à l'extérieur du Québec. Donc, c'est assez intéressant comme situation et je pense que c'est souvent oublié qu'on n'a pas une communauté anglophone, mais on a plusieurs types de communautés anglophones. Et puis même à Montréal, à cause de la présence quand même très grande là, d'origine italienne, grecque, d'autres origines. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Bon, passe ça vite, là, parce que tout le monde le sait ce que c'est l'article 23. On va passer à la suivante. Ah, OK. Bon, l'autre suivante, excuse-moi. Bon, avant de parler là, de la contestation de la loi 40, par rapport à l'article 23, il est c'est implicite, c'est présent dans cet article-là que ce n'est pas uniquement l'instruction, mais c'est vraiment aussi la gestion de leurs écoles. Alors, on dit souvent du côté de l'Ontario, par exemple, pour les francophones, on va dire les écoles, l'article 23, c'est fait pour les francophones et la gestion de ces écoles-là est extrêmement importante, que ce soit fait aussi par des francophones. Je vais juste vous donner un exemple. En Ontario, en 1986, on a reconnu le droit aux francophones de représenter, par le biais des commissaires scolaires, d'être représentés dans les conseils scolaires. Et c'était un maximum de 3 conseillers scolaires pour les écoles de langue française. Et certains conseils avaient jusqu'à 75, les grands conseils scolaires avaient parfois jusqu'à 75 de commissaires. Alors oui, la présence était là, mais ça demeurait que la gestion était très partielle parce que c'était toujours la commission scolaire, c'est-à-dire anglophone, qui décidait des budgets, qui décidait de l'embauche des profs. Ce qui est arrivé, c'est que en 95, on a changé la façon dont les conseils scolaires étaient organisés et à ce moment-là, on a eu droit chez les francophones à 12 conseils scolaires de langue française,
Et c'était ces conseils-là qui géraient, qui administraient tout ce qu'il y avait à faire avec les différents aspects là, de gérer une commission scolaire. Donc, ils ont eu, dans cet esprit-là, on a eu recours à la loi, à l'article 23, bien sûr, mais la différence est énorme quand on regarde les grands pas, finalement, qui ont été faits dans le secteur de langue française en Ontario. Je reviens ici. Dans la préparation de la loi 40, où, bon, on a, disons, plutôt pensé en termes d'homogénéité. Et dans l'historique des faits, bon, ça a été le début de la contestation juridique a commencé en 2020. Là, ça a été, ils ont gagné le rendement, voyons donc, ils ont eu la permission, comme vous savez, de continuer à agir comme des commissions scolaires, à titre de commission scolaire. Et finalement, il y a eu des appels et tout ça. Finalement, le jugement de la Cour supérieure, là, en avril, très, très récemment, a été en faveur de garder les commissions scolaires anglophones. Donc, c'est une grande victoire selon moi et je pense que si l'article 23 n'avait pas été là, ça aurait été extrêmement difficile de poursuivre, d'intenter une poursuite là, dans ce sens-là. Peux-tu passer à la prochaine diapo, s'il te plaît? Moi, quand on m'a demandé de participer, de réfléchir sur la question, j'ai tout de suite pensé à justement me documenter, puis à partir de mes recherches, de voir comment finalement on pouvait représenter la réalité dans le domaine scolaire, là, autant dans les régions que dans la région de Montréal. Parce que je pense que de la part du gouvernement, cette réalité-là, ben, d'après ce que j'ai lu, les documents que j'ai lus, puis quand on va sur le terrain, comme moi je l'ai fait, on ne peut pas considérer qu'on travaille ou qu'on est en présence d'une population homogène quand on regarde le Québec là, dans son ensemble. Et cette réalité-là ou cette question-là n'a pas été, selon moi, abordée d'une façon pour montrer, de la part du gouvernement, j'entends, là, pour montrer qu'il fallait vraiment faire une différence et qu'on ne pouvait pas nier l'importance de cette différence-là. Donc, puis, ce que j'aimerais aussi vous montrer, puis qu'on pourra peut-être en discuter à la suite de la présentation, c'est de voir c'est quoi finalement cette différence-là. Tu peux changer la diapo, Anna, s'il te plaît? Bon. Et j'ai fait, moi, de la recherche dans les deux, aussi bien en région qu'à Montréal. Donc, quand on regarde les écoles, c'est qu'on voit à Montréal une population scolaire que moi j'appelle plutôt anglo-dominante. Et juste pour préciser ma pensée, c'est que dans les écoles de langue anglaise à Montréal, auxquelles moi j'ai été mêlée, c'est vraiment une école où la langue d'instruction, mais aussi la langue d'usage, la langue entre les élèves, entre les professeurs et les élèves en dehors des cours, c'est vraiment anglais. On ne peut pas
dire qu'on entre dans une école francophone où les gens parlent anglais juste à l'intérieur des cours comme tels. Un autre aspect, puis ça c'est quand même intéressant parce que j'ai aussi fait de la recherche sur la Rive-Sud et déjà je voyais, c'était pas loin là, de Montréal, je voyais déjà une différence au niveau des pratiques linguistiques à l'intérieur de l'école où on entendait aussi bien le français que l'anglais. Alors ça, puis ils font quand même partie de la région de Montréal. Une autre réalité qu'on trouve, c'est que dans la région de Montréal, l'accès aux ressources, aux services en anglais est quand même relativement présent, si je peux dire. C'est certain que depuis des années, les services uniquement en anglais vont diminuer. Ça devient pratiquement dépendant de la situation là, et dépendant du contexte, peuvent devenir plutôt des ressources et des services bilingues, mais ça reste que les communautés qui vivent à Montréal ont davantage un accès direct à ces ressources-là. Aussi, l'environnement externe demeure quand même favorable. Dans la région, ce que j'ai pu constater, là, dans la région de Montréal, on entend davantage l'anglais à l'extérieur de l'école. Même, moi, je prenais l'autobus avec les élèves après l'autobus public et les jeunes, contrairement, par exemple, en Ontario, chez les francophones, ne passaient pas au français. Les élèves avec qui je voyageais, sans voyager avec, je les écoutais et ça continuait dans la langue d'instruction, donc ça continuait en anglais. Et aussi, au niveau du territoire, c'est quand même une concentration de territoire. Les élèves n'ont pas à faire, je ne sais pas moi, 40 km d'autobus ou les enseignants allaient à des réunions qui leur prennent, je ne sais pas moi, qui sont dans la voiture pendant 4 heures. Donc, ça, c'est mon portrait de Montréal. C'est peut-être un portrait un peu bréché, mais quand même. Et dans les régions, là, c'est vraiment intéressant et aussi voyons, je peux même le dire, c'est compliqué, c'est compliqué, on va dire c'est compliqué. Et cette population-là est vraiment franco-dominante. Et la raison pourquoi ça l'est, c'est que les gens qui vivent en région, beaucoup d'entre eux, les parents, beaucoup d'entre eux, ou leurs parents à eux, ont fréquenté le high school. Et moi, je viens d'une petite ville où il y avait justement un high school, puis les gens, c'était les francophones dans le temps, qui pouvaient s'inscrire parce qu'il n'y avait quand même pas tant d'anglophones que ça. Et donc, ça, ce droit-là est perpétué là, de génération en génération. Pierre, il reste 2 minutes. Oh, j'ai tant parlé que ça, mais ça me semble que je n'ai pas rien dit. OK. Je pense que je suis mieux quand je suis en présentiel parce que je vérifie plus mon temps. Bon, écoute, je vais aller vite là, pour ça, mais c'est le point le plus intéressant, je pense. Puis je pense que l'article 23 a été, comme je disais, là, un outil essentiel pour pour montrer ce contexte-là. En tout cas, je continue. Quand on regarde en région, les enfants ou les élèves, juste dans la très grande majorité des cas, sinon dans tous les cas, vont parler anglais uniquement à la maison, je veux dire à l'école.
Et ils arrivent, et même à l'intérieur de l'école, on parle beaucoup français. Et comme je vous disais auparavant, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans les écoles minoritaires de la minorité francophone en Ontario, mais aussi dans les autres provinces. Et encore, l'utilisation de l'anglais à l'extérieur de l'école est pas nécessairement facile. Il semble, en tout cas dans les deux régions où moi j'ai fait de la recherche, que l'environnement externe était parfois assez défavorable à l'utilisation de l'anglais. Donc, c'est vraiment, et ils sont très fiers d'être à l'école secondaire de langue anglaise aussi. Et même si ce qui arrive, en tout cas avec les jeunes, parce que moi j'ai travaillé avec des jeunes qui finissaient là, leur secondaire, parce que Dominique, je pense, en a parlé avant, l'accès au collège ou à l'université en anglais, parce qu'ils sont dans des petites régions, ils n'ont pas nécessairement un cégep dans leur localité. Alors, à cause de raisons financières, ils vont passer au cégep et à l'Université de langue française de leur région. Donc, tu peux changer je pense que j'en ai plus. Ouais, j'ai fini. Je préférais pas de faire de grandes conclusions, mais là, je vais vous le dire, là, vous n'avez pas une diapo. Mais selon moi, la raison pour laquelle l'article 23 demeure essentiel pour les minorités de langue officielle, c'est qu'elle elle vise les gens ou les parents comme tels, mais aussi cette idée de gestion complète. Ce n'est pas uniquement parce que les enfants ne parlent anglais, on doit parler en anglais, mais c'est aussi par rapport au choix du matériel scolaire, le choix du curriculum. Le curriculum, c'est là, puis il faut le travailler. Aussi l'embauche, quelqu'un en a parlé ce matin, l'embauche de personnel enseignant et de personnel de l'école en général. Alors, c'est organisation du budget. Alors, ça, c'est ces choses-là qui peuvent ne pas paraître comme de la gestion. En somme, finalement, ce n'est pas uniquement d'être assis en salle de classe et de donner un cours en anglais l'article 23 va beaucoup plus loin que ça. Puis je pense que c'est grâce à ça, à une gestion pour nous et par nous. Je pense que c'est aussi l'essentiel de l'article 23 à mes yeux.